Au-delà de la semaine de 4 jours dont on va beaucoup parler aujourd'hui et des impacts du modèle de 4 jours et les nombreuses conséquences que cette nouvelle modalité d'organisation du temps de travail implique, c'est comment, et parce qu'il y a beaucoup de représentants de collectivités territoriales dans Tempo Territorial, c'est quel rôle peuvent jouer les collectivités territoriales dans cette vis-à-vis de cette nouvelle modalité. Comment on peut relayer, nous, représentants essentiellement des collectivités, même si Tempo Territorial n'est pas constitué que de collectivités, nous avons des chercheurs, nous avons des membres d'associations diverses, mais qui en tout cas sont tous intéressés sur la place des politiques temporelles dans les politiques publiques. Comment nous, les collectivités, comment le monde territorial peut jouer un rôle vis-à-vis de ces questionnements posés non seulement par la semaine de 4 jours, mais au-delà par ces nouvelles modalités d'organisation du temps de travail dont on sent bien qu'elles sous-tendent toutes les réformes du travail à l'heure actuelle. S'il y a des manifestations aujourd'hui autour de la loi El Khomri, c'est pas seulement vis-à-vis des modalités propres à cette loi, mais bien plus généralement pour toutes les questions d'équilibre de vie qu'elle pose ou qu'elle ne pose pas. Donc merci encore de votre venue. Je suis sûr qu'on va avoir des débats enrichissants. Et peut-être je passe pour introduire les débats tout de suite la parole à Jean-Yves Boulin, donc sociologue à Paris-Dauphine, au laboratoire Irisso, et qui va introduire un petit peu cette thématique avant que Michel Lebotte d'abord et Pierre Laurentauroux ensuite interviennent, et nous aurons suffisamment de temps de débat jusqu'à 17 h pour échanger avec tout le monde et avec eux particulièrement. Merci encore. Non, moi, le propos, c'était juste de resituer un peu ce débat qu'on a aujourd'hui dans un contexte qui est un peu l'évolution de la régulation du temps de travail, parce que, effectivement, aujourd'hui, la question se repose avec la loi travail, qui porte un nom bizarre, une loi travail, mais enfin bon, un peu fourre-tout, et en même temps une loi en évolution, si on peut dire, enfin en tous les cas un projet de loi en évolution. Alors, simplement pour rappeler que la question du temps de travail, c'est une question qui a occupé beaucoup le législateur pendant un certain temps, et surtout la question de la réduction de la durée du travail, c'est-à-dire depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, la durée du travail a probablement diminué de moitié, et ça, à travers des tendances, à travers des modalités qui sont assez différenciées. La première phase, c'est d'abord des modalités et des raisons, des objectifs qui étaient sous-tendus. Au départ, c'était bien l'amélioration des conditions de vie, soulager le travail, parce qu'à l'époque, on travaillait jusqu'à 16-17 heures au milieu du 19e siècle, 16-17 heures par jour, 6 jours, voire 7 jours dans la semaine, avec pas de vacances, etc. Donc c'était vraiment le moment où le temps de travail avait absorbé un peu tout le temps de la vie, si je puis dire. Donc là, c'était le temps de vie disparaissait d'une certaine manière. Donc vous voyez, là, j'ai mis, mais bon, on ne va pas toutes les détailler, toutes ces lois qui se sont succédées. Et dans un premier temps, c'était bien une diminution avec des normes stables et homogènes et qui étaient plutôt, effectivement, dictées par la loi. Donc on était dans quelque chose d'assez standard et qui était assez partagé, en fait. Donc ça a été d'abord la réduction quotidienne, ensuite la réduction hebdomadaire, à partir de 1936, quotidienne, c'est-à-dire la journée de travail, d'abord dans un premier temps, 41, etc., puis tout le long du XIXe siècle, jusqu'à 1919, c'était la journée de travail, avec à l'intérieur le repos hebdomadaire en 1906, le repos dominical, et puis ensuite c'est les congés payés et une réduction ensuite sur l'année avec des congés payés qui se sont succédés, que ce soit en 36, bien sûr, 2 semaines, et puis ensuite, voilà. Et donc ça, on était sur un modèle standard, un cycle ternaire, division sexuée des tâches, c'est-à-dire les femmes qui travaillaient, elles travaillaient certes, mais elles n'étaient pas salariées dans la même dimension qu'aujourd'hui, et des horaires collectifs et assez réguliers. Et puis, depuis la fin des années 70, début des années 80,
on rentre dans une tension entre réduction du temps de travail et flexibilité, ce que j'appelle la flexibilité productive, à dire vrai. Donc, c'est-à-dire la flexibilité qui est dictée par les entreprises. Et là, il y a une espèce de tension qui est forte, de conflit, et on bascule vers une décentralisation de la négociation collective, progressivement, c'est-à-dire de plus en plus transfert des normes vers soit la branche et soit de plus en plus l'entreprise ou l'établissement, donc avec un rôle supplétif pour la loi. Donc vous voyez le nombre de lois depuis 1981 quand même qui ont scandé toute la régulation du temps de travail. Hein. On en a, vous voyez, 81, c'est les 39 heures, la 5e semaine, 84, négociation sur la flexibilité, ensuite la loi Delbar, la loi Seguin, la loi quinquennale, etc. Et on voit bien des lois comme les lois Seguin ou la loi quinquennale qui sont des lois plus sur l'organisation du temps de travail, qui donnent de la flexibilité, plus de flexibilité aux entreprises, ou des lois comme Robien et Aubry qui articulent les deux, mais qui sont plutôt enclenchées par la réduction de la durée du travail. Donc voilà à peu près ce qui se passait. Et puis à partir de 2002, on a un mouvement inverse, toujours dans un mouvement de décentralisation de la négociation. On est plutôt sur une réaugmentation du temps de travail, donc un détricotage qu'on a appelé détricotage des 35 heures, hein, avec que ce soit le contingent des heures supplémentaires qui augmente, que ce soit des incitations à faire des heures supplémentaires à travers leur défiscalisation ou à travers l'exonération de cotisations, que ce soit la monétisation aussi des jours RTT, etc., du compte épargne-temps, jusqu'à, sur les dernières années, l'extension des horaires d'ouverture du dimanche, j'ai oublié de mettre 2015, puisque la dernière étape, c'est 2015 avec la loi Macron, et puis la loi travail aujourd'hui. Et là, on est effectivement de plus en plus dans un rôle de la loi qui est de plus en plus un renversement de la hiérarchie des normes. De plus en plus, aujourd'hui, le temps de travail peut être décidé à l'échelon de l'entreprise, et on est dans une articulation entre augmentation du temps de travail et flexibilité. Ce qui d'ailleurs me fait dire qu'effectivement, comme le disent beaucoup de responsables politiques et responsables patronaux, on peut parler vraiment de flexibilité flexicurité à la française, au sens où elle est très particulière. C'est un peu la flexibilité à la française est au travail ce que l'exception culturelle est à la culture en France, c'est-à-dire qu'on fait complètement différemment des autres. C'est-à-dire qu'au lieu de diminuer la durée du travail quand il y a pour augmenter l'emploi, eh ben nous, on augmente la durée du travail. Et on l'a vu en 2009 en particulier, au moment de la crise 2008-2009, au moment de la crise des subprimes, de la crise économique, où en Allemagne, ils ont utilisé beaucoup l'arme de la réduction du temps de travail, le chômage partiel, etc., les comptes épargne-temps qui s'étaient accumulés, alors qu'en France, au même moment, on incitait à faire des heures supplémentaires. Donc c'est bien une flexibilité à la française, si je puis dire. Voilà. Et parallèlement, la flexibilité, ça concerne la flexibilisation du temps de travail, c'est le développement du travail du week-end, le développement du travail de nuit, des horaires décalés, des semaines et des journées irrégulières. Il y a une étude très fine qui a été faite par la DARES, qui a été publiée l'année dernière, qui montre qu'il y a à peu près 8 types de journées de travail et 9 types de semaines de travail, selon qu'on l'on prenne des semaines décalées, des semaines longues, des semaines fractionnées, etc. etc. Donc c'est un travail très intéressant. Aussi l'annualisation et la modularisation, sans compter que les formes d'emploi non standards, c'est-à-dire que ce soit le contrat à durée déterminée ou en intérim, impliquent souvent des horaires atypiques et des horaires atypiques. Voilà. Alors, là, c'est un petit peu toujours pareil. La flexibilité, c'est quand même beaucoup développé. On voit que le travail du samedi concerne 50% des Européens, le travail du dimanche 30%, etc. Travail de nuit 20%, de plus en plus de gens travaillent en soirée. On va le voir aussi, ça va se développer avec la loi Macron dans les zones internationales où on va pouvoir travailler jusqu'à minuit. Ce qui est pratiquement aujourd'hui, sur le travail du dimanche, on est ceux qui ont pratiquement la plus grande extension du travail du dimanche, puisque dans un pays comme l'Angleterre qui avait libéralisé dans les années 90, les grands magasins ne peuvent pas ouvrir, type Harrods, ne peuvent ouvrir que 6 heures par jour, le dimanche, seulement 6 heures, pas plus, et entre 10 heures et 18 heures, c'est-à-dire que les horaires sont très limités. Voilà.
Et alors donc, les impacts, ben voilà, je vais terminer là-dessus, c'est un peu tous ces impacts d'horaires atypiques ont des impacts sur la vie familiale et sociale, hein, sur l'accès aux services, sur les transports, etc. Et on est dans une tendance à la désynchronisation des temps sociaux, au brouillage des frontières entre travail et hors travail. Bon, ben ça, c'est en plus accéléré par les nouvelles technologies, ce qu'on appelle les nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles que ça, c'est-à-dire le numérique, hein, c'est-à-dire les possibilités de travail à distance, de travail un petit peu dans tous les lieux possibles et imaginables, que ce soit le café ou les transports, tous les conflits temporels que ça génère entre temps privé, temps public, temps conjugaux, temps de travail, temps scolaire, par exemple le dimanche, hein, voilà, le travail du dimanche, c'est le jour où il n'y a pas d'école, mais il y a des gens de plus en plus de gens qui travaillent le dimanche, donc ça pose des problèmes de ce type-là. Des problèmes entre temps d'activité et de transport. Alors là, effectivement, ça peut être résolu parfois par le numérique, etc. La tendance à la suprématie de l'instant, à la tyrannie de l'urgence, alors ça, c'est pareil. C'est comment, à un moment donné, on impose des modes de travail pour avoir accès immédiatement à des biens ou à des services. Alors, il y en a qui sont très utiles, bien sûr. Un service d'urgence à un hôpital viendrait à l'idée de personne de le supprimer. Par contre, il y en a d'autres sur lesquels on peut plus se poser la question de leur légitimité à ouvrir 24/24, 7 sur 7. Hein. Et puis, l'accélération des rythmes de vie. Donc, voilà. Moi, je trace juste, alors c'est plus... plutôt pour conclure là-dessus, c'est comment on peut repenser l'organisation des temps sociaux au regard, pour moi, en tous les cas, d'enjeux qui sont des enjeux majeurs, qui sont celui de la qualité du travail. Donc, c'est-à-dire, on peut pas imaginer une société dans laquelle on améliore l'accessibilité des services sans réfléchir aux conditions de travail de ceux qui travaillent dans ces services. Ce qu'on voit bien dans, par exemple, le travail du dimanche, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui travaillent le dimanche, c'est-à-dire sur un horaire atypique, sont déjà ceux qui sont en horaire atypique dans la semaine. C'est-à-dire que c'est la double peine. Hein. C'est-à-dire on voit bien que là, ils sont dans des conditions de vie au regard de leurs conjoints, de leurs amis, etc., de vie sociale et d'utilisation du temps qui sont très, très contraintes. Il y a la qualité de vie, donc via une intégration de la dynamique des temps sociaux. Et là, c'est une question qui est pas facile à résoudre et qu'on peut résoudre à la fois sur la dimension quotidienne. Il faut la réfléchir à la fois sur la dimension quotidienne, sur la dimension hebdomadaire, sur la dimension annuelle et sur l'ensemble de la vie, qui me semble aussi une des pistes qu'il faut creuser. Et aussi la question du développement soutenable qui est venue là très fortement interpeller la question de l'organisation du temps de travail. Et ensuite, donc, avec un principe conducteur qui, pour nous, en tous les cas, à tempo territorial est important, c'est le droit à son propre temps, c'est-à-dire comment rendre un individu maître de ses structures temporelles, comment les collectivités territoriales peuvent aider à cela. Et puis les perspectives, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'une part des régulations par l'État ou par la négociation collective, mais là il y a la question qu'il faut voilà, pour la négociation collective, bien sûr, pour son développement. Après, il faut voir dans quelles conditions elle se développe. La question de l'organisation du temps tout au long de la vie, et enfin la question des politiques temporelles locales, qui sont des perspectives qui permettent justement, quand on réfléchit à l'articulation entre travail et hors travail, qui permettent peut-être d'avancer. Voilà, c'était un peu ce que je voulais juste dire en introduction à nos débats. Voilà. Merci beaucoup Jean-Yves.